Le grand dialogue. Sigika Foba. Idawani wa Makara. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Maundi. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Chers auditeurs, chers téléspectateurs et à nos amis qui nous suivent via les réseaux sociaux, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à votre émission de débat, Le Grand Dialogue. Notre émission de ce jour a pour thème insécurité, quand voyager devient un fardeau. Voyager dans les régions du centre et du nord coûte cher et très risqué ces temps-ci. La semaine dernière, l'attaque aux environs de Kobe sur la route reliant Gao à Nsongo a suscité la colère des transporteurs. Ils réclament plus de sécurité sur les axes routiers. À cela s'ajoutent les tarifs de voyage qui ont plus que doublé à cause des routes dégradées. Conséquence, ces localités se coupent du reste du pays. La baisse du flux des voyages et des échanges impacte du coup sur la cohésion sociale. Pour en parler, nous avons 3 invités. Au téléphone avec nous, Aliou Sagayar Maïga, secrétaire général du syndicat des transporteurs de Gao, Dr Ahmadou Touré, analyste des questions sécuritaires, Ali Diallo à ma gauche de l'association Sécurroute. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à votre émission de débat, Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Avant de rentrer dans le vif de cette émission, je vous invite à écouter ce reportage sur la situation, sur la grève des transporteurs de Gao, une grève qui a été levée ce mardi 11 février, un reportage de Khalifa Gouita. Plusieurs bus sont actuellement stationnés à Nsongo, certains en provenance du Niger voisin. Des passagers rencontrés sont inquiets de leur sort. Comme les transporteurs, ces voyageurs souhaitent une amélioration de la situation sécuritaire sur l'axe Nsongo et Gao. On a quitté Aérou, on voulait partir à Gao, mais on a arrêté ici à Nsongo. Ça nous fait mal, beaucoup même, parce qu'on a besoin d'aller à la maison, il n'y a pas de la route. Ça nous a vraiment affectés. On a quitté Niamey pour Gao. On veut seulement arriver sain et sauf à destination. On doit aller au Gao. On n'est pas content parce qu'il y a des passagers, ils sont souffrent. Il n'y a pas l'argent pour acheter les manger. Dr Ahmadou Touré est spécialiste des questions sécuritaires. Selon lui, la guerre asymétrique n'a pas de limite ni de foi. Il poursuit qu'en plus de l'escorte civile de l'armée, il faut une vraie coopération et le renseignement des populations pour minimiser ces genres d'attaques sur les civils. Cette attaque nous rappelle l'attaque du bateau Tombouctou parce que c'est le même mode operandi adapté par les groupes radicaux qui viserait à faire plus de victimes civiles, créer des remous vis-à-vis des forces de défense et de sécurité. Il est aussi important de souligner la montée en puissance des FAMA qui pousserait les groupes radicaux à adapter ce genre de mécanisme, que les renseignements et la coopération soient nos outils pour éviter ce genre d'attaques. Contacté par notre rédaction aux environs de midi ce lundi, le syndicat des transporteurs de Gao n'a pas souhaité réagir à notre sollicitation. Mais ses responsables ont indiqué qu'une réunion avec le commandant de zone était prévue dans la journée. Et justement, après cette réunion avec le commandant de zone à Gao, le mot d'ordre de grève a été levé. Et ce reportage brossait un peu la situation hier où les transporteurs avaient décidé de cesser tout travail sur l'axe Ménan-Gao à Nsongo. Nous revenons maintenant dans notre studio. Je poserai la première question à Dr Ahmadou Touré. Pourquoi les attaques routières sont récurrentes? Merci Mariam, bonsoir aux auditeurs et auditrices. Tout d'abord, permettez-moi de présenter les condoléances pour un établissement aux blessés. Donc sur les attaques sur les voies routières, c'est un moyen de pression de plus qu'utiliseraient les groupes radicaux pour marquer leur présence sur leur territoire, pousser l'État à prendre en compte le fait qu'ils sont là, qu'ils peuvent agir en tout lieu, en tout temps, avec le mode operandi adapté qu'on appelle la guerre asymétrique. Donc pour moi, c'est une façon d'une autre pour que les groupes radicaux agissent sur les voies routières pour notifier leur présence. Et nous avons vu récemment, il y a un cas de DDR qui est en cours. Et le dialogue intermalien a demandé DDR, démobilisation, désarmement et réinsertion. Oui. Et le dialogue aussi avait demandé de négocier avec les groupes radicaux. Donc c'est une manière pour marquer leur présence sur les voies routières à l'intérieur du pays. Alors, nous allons nous rendre à Gao pour donner la parole cette fois-ci au syndicat des transporteurs de Gao, les transporteurs routiers. Il s'agit du secrétaire général Aliou Sagayar Maïga qui participe à cette émission par téléphone. Aliou, est-ce que vous nous recevez? Bonsoir. Oui, bonsoir.
Alors, chers auditeurs, téléspectateurs, excusez-nous parce que le réseau n'est pas tellement stable à Gao. On espère que les zones seront avec nous pour que ça soit plus audible. Aliou, comment se présente aujourd'hui la situation à Gao au lendemain d'une journée d'arrêt de travail? Bon, je ne suis pas transporteur, je suis chauffeur. Vous êtes du syndicat des transporteurs de Gao, n'est-ce pas? Alors, non, je suis chauffeur. Je suis chauffeur et non syndicat des transporteurs. Autant pour nous donc. Donc à Lyon, on a vu que hier quand même vous étiez en tractation pour trouver une solution après l'attaque qui s'est passée à Kobe entre Gao et Ansongo. Oui, hier on a rencontré les responsables. Hier on a tenu une réunion avec les responsables. Le général Daouda Traoré, le commandant de zone et le commandant de la zone. Nous avions tenu une réunion concernant la sécurité sur la sécurité routière. Les problèmes qui sont effectués sur la route Gao-Ansongo. Oui, on a fait tout ça. À l'issue de ces rencontres-là, quelle décision avez-vous, qu'est-ce que vous avez pris comme décision? Bon, ce que nous on a retenu, ils nous ont donné un engagement hier qu'ils ont respecté aujourd'hui. Donc on attend ce qui va venir. En tout cas, la voie aujourd'hui vraiment c'est exceptionnel, c'est formidable. Donc moi-même, j'ai fait un déplacement pour voir est-ce que le travail qui nous ont dit est-ce que c'est fait, le travail était formidable. Et c'était quel genre d'engagement? Il s'agit de quel genre d'engagement? Ce travail-là, c'était quoi? L'engagement que les autorités ont pris pour vous? Ils sont militaires. Moi, je ne suis pas militaire. Ils ont donné leur engagement, le travail qu'ils font, le travail de l'armée là. Moi, je ne suis pas là-dedans, je ne suis pas militaire. Ils ont donné un plan de travail. Maintenant, c'est à eux de venir leur travail. Moi, l'essentiel seulement que je vais avec mes passagers en bonne santé et que je reviens en bonne santé. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Oui. Merci beaucoup, Aliou. Vous gardez la ligne pour la suite de cette émission. Nous allons revenir vers vous. Pour ceux qui ne l'ont pas compris, Aliou nous dit qu'aujourd'hui, le travail a commencé. Tout va bien et que les véhicules ont pu faire un aller-retour entre Gao et Ansongo. En substance, est-ce qu'on pouvait comprendre que des engagements sans pour autant détail ont été pris entre les autorités militaires et les transporteurs à Gao. Je me tourne vers vous, Aliou Diallo, de l'association Sécuroute. De votre regard, comment se portent aujourd'hui les axes routiers au Mali? Merci de m'avoir donné la parole. Je remercie aussi les téléspectateurs, ceux qui nous écoutent. Pour répondre à votre question, je dirais qu'actuellement, l'état de nos routes laisse à désirer. Parce que nous savons avant même cette attaque qu'il y en a eu sur la RN1, c'est-à-dire que la route de Caille. Donc, pour dire que ces routes-là sont dans un état vraiment dégradé aujourd'hui, comme pour celui de Gao qui est la RN16. Donc, la majeure partie du réseau routier actuellement est à améliorer, est à refaire. Parce que normalement, avec le nouveau plan d'action 2021-2025 qui ressort de la stratégie nationale, c'est-à-dire la politique nationale de sécurité routière, il est prévu d'aménager environ 2000 km de réseau routier. Donc, ce qui veut dire qu'il mesure l'ampleur des routes dégradées. Donc, il y a beaucoup de routes qui sont à refaire, d'autres à améliorer, d'autres à aménager. Donc, pour cela, on peut dire qu'actuellement, près de 50% du réseau routier est en mauvais état. Alors, près de 50% du réseau routier est en mauvais état, je vous prends au mot donc. Qu'est-ce qui peut expliquer cela?
On peut comprendre qu'au nord, l'insécurité peut favoriser le manque d'entretien, mais dans d'autres localités du pays également, on voit que les routes ne sont vraiment pas en bon état. Oui, cela provient de la mauvaise gouvernance que le pays a connue, parce qu'on ne refait pas une route en quelques jours. Donc, je pense que les routes se sont dégradées au fur et à mesure et il n'y a pas eu de nouvelles routes comme cela se doit. Et le problème majeur sur nos routes actuellement, c'est que avant, on a connu, dans les 30 années passées, on a connu des infrastructures routières qui ont été construites pas dans les normes. Pas dans les normes, parce que si on se réfère aux normes techniques, je prends l'exemple de la route sans Kouchala, qui après les indépendances, qui a été construite par les Égyptiens. Jusqu'à présent, cette route est pratiquée. C'est vrai qu'il y a eu des aménagements, des réfections, mais cette route existe jusqu'à nos jours. Mais il y a plein de routes qui ont été construites après ces routes-là, mais qui sont totalement dégradées, qui ont été refaits 1 ou 2 fois. Donc, il y a un problème de suivi technique, il y a un problème de comment on appelle ça, de citoyenneté, même par rapport aux ouvrages qu'on fait dans le pays, par rapport aux routes. Donc, il faut vraiment que ceux qui ont la charge actuellement de faire les routes revoient le système de passation du marché et de suivi des travaux pour que les infrastructures respectent les normes requises. Monsieur Touré, je me tourne vers vous. Il vient de le dire, les routes sont en état de dégradation avancée. Il a brossé un tout petit peu les raisons qui favorisent cela. Mais selon vous, quelles sont les conséquences alors de cette dégradation des voies sur la population? Bon, les conséquences sont entre autres énormes, parce que s'il n'y a pas de route, il n'y a pas de développement. Je te donne un exemple. Chez nous à Tombouctou, on a la route Léré-Gomokura, Sumpi, Nyafunke, Tombouctou. Donc depuis ATT, paix à son âme, cette route est à 50%. Donc, équivalent que Tombouctou est très enclavé. Donc, notre souhait, c'est que la politique nationale prendra en compte cette route qui nous tient vraiment à cœur. Parce que d'ailleurs, c'est la seule route qui fait Tombouctou, Diré, Nyofunke, Tonka, jusqu'à Aléré et Nyono, jusqu'à Bamako. Donc, c'est entre autres, pas de route, pas de développement. Maintenant, les conséquences peuvent être aussi les déviations possibles. Parce que s'il n'y a pas de route adaptée, les populations se donnent d'autres voies et moyens pour voyager. Et certainement, ces voies, en cas d'attaque ou en cas d'incident sous attaque djihadiste ou autre, l'intervention militaire va être... il peut y avoir une intervention militaire rapide, mais si la route est dégradée, on perd moins de temps pour intervenir en cas d'attaque ou en cas de panne. Donc, c'est pour dire que l'impact est là sur les populations. Et aussi en termes de denrées alimentaires, en termes de vie chère. Donc, tout ceci peuvent être joints dans ce volet. Donc, sans infrastructure routière, il n'y a pas de développement. L'accessibilité des denrées de première nécessité, les services sociaux de base tardent à y accéder à un moment opportun. Et je te donne un exemple, les villes ou les localités qui n'ont qu'une seule infrastructure routière. Au cas où cette infrastructure routière n'est pas de bonne qualité, ça met énormément en retard ce village ou cette localité en question. Alors, Monsieur Touré, aujourd'hui, pour se rendre au nord du pays, quelle alternative s'offre aux populations? Bon, il y a 2 alternatives, même 3. Pour les plus aisés, c'est l'avion Sky. Pour d'autres qui font la demande au niveau de l'armée de l'air, c'est le vol militaire. Pour la grande majorité, c'est les finances. Les finances, parce que la route étant inondée, Tombouctou, entre Tombouctou, Gundam, Léré, etc., il y a vraiment des zones inondées. Ce qui ramène la route impraticable. Et aussi des incidents connexes, d'où au braquage et au banditisme des groupes radicaux. Certains préfèrent prendre les finances. Donc, ça dit que tu pars à Kabara ou Korémé, tu prends les finances qui certainement vont vous amener à faire remonter le fleuve Niger, Tombouctou, Diré, Nyofunke, arriver au lac Debo, arriver à Seware. Et de Seware, tu prends les cars. Donc, à partir de Seware,
il y a vraiment la facilité de venir à Bamako. Tu peux prendre les cars qui sont stationnés 24 sur 24, vous avez cette possibilité. Mais de Tombouctou jusqu'à Gao, même en Songo, il y a des gens qui prennent les Pinances, Rarousse, pour monter le fleuve. Parce que les Pinances, ce sont des voies sûres, mais malgré les risques possibles, parce que, comme on a constaté généralement, les nordistes ne savent pas nager à grande majorité. Donc, mais malgré tout ça, les gens prennent les Pinances. Et pourtant, ils sont les habitants des riverains. Bon, certains sont proches, mais d'autres sont dans le désert, comme nous à Tombouctou-Ville. C'est très difficile, mais on s'adapte. Alors, nous allons revenir vers vous pour parler un peu des risques de voyager également par Pinasse, vu que le bateau également est à l'arrêt depuis l'attaque contre le bateau Tumbouctou. Nous nous rendons à présent à Gao. Aliou, est-ce que vous êtes là avec nous? Oui. Alors, Aliou, aujourd'hui, en tant que chauffeur, comment se portent les routes dans la région de Gao actuellement? Bon, je suis dans la même direction que mon cousin de Tombouctou. Comme mon cousin de Tombouctou, présentement, nous n'avons pas de route. La seule route qui nous reste aujourd'hui au nord, c'est la route Gao-Niamey. C'est la seule route qui nous reste aujourd'hui. Ça aussi, de Gao-Tacharang, il y a tout un tas de problèmes avant de faire les 25 km. Vous voyez? Donc, concernant la route Gao-Menaka, on n'en parle même pas. Gao-Chevaré, on n'en parle même pas parce que moi, ça me fait 3 ans, même 4 ans que je n'ai pas pratiqué cette route. Donc, cette route-là, on ne parle même pas de ça. C'est juste ce qu'il vient de dire mon cousin de Tombouctou. C'est dû aux anciens régimes qui ont fait financer, mais je ne sais pas comment travailler ces routes-là. Vraiment, les routes n'ont pas été suivies, ils ont été sabotées. Par exemple, la route Gao-Niamey, ça c'est fait devant moi. J'ai même travaillé sur cette route-là entre Ansongo et Bara. Malheureusement, comme je suis un révolutionnaire, je ne suis pas d'accord du travail que fait la SATOM sur le travail. Et je crois qu'en ville de Bara, on m'a libéré le travail. Je ne fais que 15 jours. Parce que je ne suis pas d'accord de comment est-ce qu'ils sont en train de travailler. Donc, c'est vraiment l'État, l'ancien État, ils n'ont pas suivi. Ils n'ont pas suivi et puis il y a beaucoup de micmacs dans les travaux. Alors, vous l'avez dit, les travaux n'ont pas été suivis. Aliou, gardez la parole toujours. Les travaux d'entretien n'ont pas été suivis. Aujourd'hui, la situation est là. Qu'est-ce que cela vous cause comme problème aujourd'hui dans l'exercice de votre travail de chauffeur? Oh, ça nous pose des problèmes parce que les routes sont impraticables. Vous voyez, Gao-Chevaré, il n'y a pas de route. Je l'ai dit et je le remettais. Nous avons une seule route, la route qui fait le Niger. C'est la seule route que nous avons. Ça aussi, vraiment, mais est-ce que vous voyagez paisiblement, malgré que les routes soient inexistantes, presque inexistantes actuellement, est-ce que vous parvenez à voyager librement en toute quiétude ou l'insécurité joue sur vous également? Nous voyageons, nous les chauffeurs, depuis les premières rébellions des années 60, s'il y a des gens au Mali qu'on doit médailler, c'est nous les chauffeurs qu'on doit médailler. Parce que toutes les rébellions qui sont faites, nous n'avons pas cessé de ravitailler nos populations sur les tronçons. Vous voyez, avec toutes ces rébellions, jusqu'au moment où je parle, nous faisons notre travail, nous ravitaillons nos populations sur les tronçons. Est-ce que vous parvenez à ravitailler la population tranquillement aujourd'hui? Par exemple, sur une distance de Gao, par exemple, je donne un exemple comme ça, Gao en Songo, si vous pouvez le faire en 1 heure de temps aujourd'hui, vous le faites en combien de temps? Et même les marchandises que vous amenez, est-ce que vous les apportez en toute quiétude? La population est assez fournie et fréquemment. Non, la route Gao-Songo, tu veux pas. Même si dans une voiture, tu le fais en 2 heures de temps, hein, même dans une voiture, dans un gros porteur, il faut le faire à 3 heures. Et ça fait combien de kilomètres Gao-Songo en 2 heures de temps? Ça ne fait que 80 kilomètres. 80 kilomètres. OK. Donc, est-ce que également la population est assez fournie en denrées alimentaires ou ces problèmes de route aussi posent un problème par rapport à ça? En tout cas, nous faisons notre mieux. Tous
tout chargement qui est parvenu par nos patrons à notre côté, nous faisons le ravitaillement. Ça, c'est incontournable. Bien que nous avons perdu beaucoup de chauffeurs sur les routes, mais cela n'empêche que c'est notre travail. On est obligé de le faire et on le fait toujours. Merci Aliou. Gardez la parole. Le temps de donner la parole maintenant à Ali Diallo de l'association Sécurroute. Il vient de le dire, ils ont perdu assez de collègues chauffeurs sur cette route-là. On peut dire que cette dégradation également favorise l'insécurité. Tout à fait. Ça favorise l'insécurité. Et je pense que les chauffeurs là sont à saluer, sont à féliciter vraiment parce que avec la dégradation des routes, le chauffeur a double effort à fournir. Parce que quand la route elle est bien faite, c'est facile de circuler là-dessus. Mais quand la route est dégradée, le chauffeur a plus d'efforts à fournir. Et non seulement en temps, en fatigue, et puis il doit veiller longtemps avant d'arriver à destination. Donc il fournit beaucoup plus d'efforts. Et le véhicule, il y a un problème de dégradation aussi du véhicule qui est causé par l'infrastructure qui est dégradée. Parce que quand la route elle est mauvaise, les engins qui roulent là-dessus peuvent être affectés par la dégradation de la route. Et cela aussi est répercuté sur le chauffeur qui doit supporter tous ces aléas-là et pouvoir conduire. Ce n'est pas facile avec une route dégradée. Donc ces chauffeurs-là sont vraiment à saluer et ils sont braves aussi parce qu'avec l'insécurité, ils arrivent, comme il l'a dit, à fournir les populations en denrées à travers leur transport. Comment aujourd'hui on peut parvenir à entretenir ces routes-là malgré qu'on a l'insécurité qui est là? Est-ce que c'est possible aujourd'hui d'aller vers l'entretien de ces axes routiers? Bon, ça relève de l'État. Je pense que c'est l'État qui peut répondre à cette question. Mais d'ores et déjà, en temps d'insécurité, c'est difficile. Parce que même les chantiers, on a vu des chantiers vers Massina qui ont été empêchés de continuer le travail. Ça, c'est même à Massina, vers Massina. Donc, pour dire qu'au-delà de Massina jusqu'à Gao, ce n'est pas facile avec l'insécurité. Je pense que les autorités sont en train de mettre beaucoup d'efforts pour sécuriser d'abord, avant l'entretien et la réfection des routes. Et sinon, comme je l'ai dit dans la politique nationale de sécurité routière, qu'on appelle stratégie nationale, il est prévu environ 2000 km de routes bitumées. Donc, je pense que Gao fait partie. Comme les routes nationales, c'est du ressort de l'État. Mais les routes régionales, c'est du ressort des collectivités, qui, bien entendu, qui sont en partenariat avec l'État. Mais tout le monde sait que souvent, les ressources ne suivent pas au niveau local comme cela se doit. Il y a le transfert des compétences, mais souvent le transfert des ressources tarde à venir souvent vers les collectivités. Peut-être que c'est ce qui fait que les routes régionales sont souvent beaucoup plus dégradées souvent que les routes nationales. Mais est-ce qu'on peut parler d'entretien, certes, mais est-ce que la population locale également ne peut pas apporter sa pierre à l'édifice, c'est-à-dire contribuer un peu à entretenir avant les grands chantiers? Est-ce que ça aussi, ce n'est pas possible? Non, tout à fait, ça c'est possible. Ça, c'est de la citoyenneté. Cela est vraiment souhaité que les citoyens aussi s'organisent, s'y mettent et essaient de voir les parties les plus dégradées si la population, en termes d'investissement humain, comme avant on le faisait dans le temps, c'est les populations qui s'occupaient vraiment de beaucoup de leur milieu, de leur environnement, apportaient beaucoup et en ce moment l'État venait en renfort. Donc c'est souhaitable que avant, c'est vrai que c'est la situation sécuritaire qui peut-être freine ou ralentit les travaux d'aménagement, mais si déjà les populations parviennent à s'organiser et en bons citoyens, essayer de combler certains trous, comme on le dit, ça peut faciliter le passage des camions pour ravitailler les populations des zones reculées. Monsieur Touré,
Comment rendre aujourd'hui nos routes plus sûres? Parce qu'on sent également que c'est la population qui souffre dans tout ça. Sur cette question, c'est vraiment une question qui va nécessiter l'implication non seulement de l'État, des populations, et surtout de tous les acteurs intervenant tout au long de la route. Pour m'expliquer, comme je l'avais dit au départ, il faudrait une large sensibilisation sur le bien fondé de la route, l'entretien. Et comme on l'a toujours dit en matière de sécurité routière, la route n'appartient à personne, elle appartient à tout le monde. Cela veut dire quoi? Si je roule bien et si j'entretiens, c'est ma route, c'est ta route. Donc il faudrait qu'on conjugue les efforts. Et sur ce point, le gouvernement pourrait mettre l'accent au niveau des collectivités dans leur plan d'action en mettant l'accent sur la sensibilisation sur les routes interrégionales, les routes interurbaines, notamment tous ceux qui utilisent ces trous tout au long des axes. Et s'il y a un petit trou, que les populations fournissent l'effort de remplir le trou pour qu'on puisse bien circuler. Et s'il y a un petit trou que moi je contourne, le trou va s'agrandir. Un bon, c'est mon véhicule même qui va rester, il risquerait d'être endommagé par le même trou. Donc c'est pour dire que malgré les routes interurbaines peuvent maintenant les routes à l'intérieur des grandes villes peuvent bénéficier de l'entretien des citoyens. Je donne l'exemple de chez nous, Tombouctou. Il y a généralement les jeunes qui se réunissent les dimanches pour désabler la route interne de Tombouctou. Il y a les vents de sable qui ensablent les routes, mais les gens fournissent l'effort pour se rejoindre tous les 3 dimanches ou un dimanche pour désabler. Maintenant, il y a aussi certains entrepreneurs de bonne volonté qui contribuent. D'autres fournissent du gravier, d'autres fournissent de banco, d'autres amènent leurs camions. Même actuellement, il y a l'entretien des routes à l'intérieur de Tombouctou par un entrepreneur qu'on appelle Amory Dramedi Petit. Il est en train de fournir beaucoup d'efforts. Personnellement, il fait ça par citoyenneté. C'est pour les gens de l'Oudain. Si chacun de nous, par citoyenneté, s'engage à entretenir devant sa porte, les routes seront entretenues. Maintenant, la question qui va se poser est les routes interurbaines, la route Tombouctou-Gomokura. Est-ce qu'on peut l'entretenir? Là, c'est les villages, les ruraux qui peuvent s'entraîner avec la complicité de l'État. Il n'est pas facile qu'on amène un garde par point, mais l'État peut fournir l'effort en donnant la latitude aux citoyens ruraux de gérer les routes. Je donne un exemple. Si, par exemple, les frais des péages, des péages, les taxes qu'on paye, on peut donner une partie de ces taxes aux citoyens qui entretiennent ou bien sur les routes sur lesquelles il y a moins d'accidents, moins de saleté. Les populations vont s'engager à entretenir ou noter les communes rurales qui arrivent à bien entretenir les routes interurbaines par ce qu'on appelle par des motivations. On a beaucoup de motivations que les collectivités peuvent bénéficier à ce jour. Sans l'implication des collectivités locales, il sera très difficile, malgré la volonté des autorités, malgré la volonté des partenaires, ça va être très difficile sans l'implication de tout un chacun. Et pour finir cette question, on a toujours dit la propriété, c'est quand chacun balaye devant sa porte. Donc il faudrait que chacun de nous s'occupe des routes. Parce que souvent, je donne un exemple, à Bamako, tu as l'impression que c'est une jungle. Tu roules, quelqu'un consomme la boisson, il jette la bouteille. D'autres mangent des bananes, ils jettent. Donc c'est pour dire que chacun de nous a un rôle à jouer sur l'entretien de routes. Alors, vous aviez ouvert tantôt, lors de votre dernière intervention, une parenthèse sur les voyages par pinage. Je disais qu'on allait revenir vers ça. Aujourd'hui, voyager sur l'eau, aujourd'hui, sur le fleuve Niger, c'est une alternative prisée pour les populations, tant du centre et du nord, due à l'absence des routes. Est-ce que cette façon de voyager n'a que des bienfaits ou ça comporte également des risques aujourd'hui? Le premier risque, c'est que nous sommes des pierres dans l'eau, on ne sait pas nager. Donc c'est comme on l'a dit, par nécessité des gens de Bamako qu'on va prendre la pinance. Donc il y a non seulement les incidents, ou bien les incendies par des pinances, souvent les surcharges qui peuvent intervenir, ou bien souvent les catastrophes naturelles. Sur le fleuve, il peut y avoir un vent, etc. Maintenant, les risques est que les voyages par pinance sont de plus en plus prisés par les populations. Il ne faudrait pas que ces groupes radicaux aussi, malgré les raquettes, les menaces que certaines pirogues ou certaines pinances reçoivent, font de sorte que ça va diminuer la fluidité. Il y a beaucoup de risques parce que souvent on voit les pinasses qui peuvent même transporter des conteneurs. 20 000 pieds, 40 000 pieds, même des véhicules. Le risque est là, mais ça en vaut le coup. Parce que, comme on l'a dit,
ne pas voyager, c'est faire plaisir aux groupes radicaux. C'est comme dire donner la victoire, c'est par peur. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais baisser le bras parce que, et quel qu'en soit le fait, on est obligé de manger, on est obligé de voyager. Donc si on reste comme ça, qui va perdre? C'est nous qui allons perdre. Maintenant, c'est que moi je préconisais, pour minimiser les risques sur la voie fluviale, il faudrait que l'État, à travers les brigades fluviales, entame des patrouilles pour ne pas qu'on puisse revivre les mêmes actions, comme je l'avais dit, par le bateau Tombouctou. Parce que tant qu'une route est prisée, ça donne la latitude aux groupes radicaux aussi, de plus de se radicaliser et signaler leur présence sur cette voie. Aliou, vous êtes là avec nous? Oui. Alors, Aliou, vos deux interlocuteurs viennent de dire que la population elle-même peut participer également à l'entretien des routes en apportant sa pierre. S'il y a des trous, ils peuvent s'organiser à remplir ces trous-là également. Est-ce que dans la région de Gao, vous qui faites tout le temps des allers-retours, la population s'implique beaucoup dans l'entretien des axes routiers? Je n'ai pas saisi. Est-ce que la population aide dans l'entretien des routes à Gao actuellement, dans la région de Gao? Oui, ça, oui, correct. Il y avait eu un moment, la jeunesse de Tacharan, la jeunesse de Garbouna, la jeunesse de Todjel, la jeunesse de Bara, la jeunesse de Tabango, la jeunesse de Monzonga et la jeunesse de Tizimizi, il y avait un moment sur les routes, vraiment, ils cherchent du sable, du gravier, tout gravier, pour pouvoir fermer les trous. Mais avec l'insécurité qui prévaut aujourd'hui, beaucoup ont eu peur, ils ont laissé. Sinon, au début, vraiment, la jeunesse s'explique et ils ferment les trous. Nous aussi, en passage, on les jette de l'argent ou bien des bonbons, des thés pour les encourager. Mais vu l'insécurité, vraiment, ils ont beaucoup cessé le travail, quoi. Alors, Monsieur Maïga, s'il vous plaît, est-ce que si le téléphone est sur haut-parleur, vous pouvez l'enlever du haut-parleur et approcher un tout petit peu le téléphone de votre bouche parce qu'on a un peu du mal à vous entendre. Non, ce n'est pas sur haut-parleur. D'accord, on sait également qu'au nord, le réseau n'est pas tellement bon sur place. Une autre question pour vous, est-ce que la population locale en tant que telle, elle voyage beaucoup ou cette situation d'insécurité sur la route a diminué un peu les allers-retours de la population locale? Bon, les populations locales voyagent parce que même les poissons qui entrent à Gao, c'est Garbouna, Todjel, Garbouna, Hauteflade et Tacharan qui fournissent Gao en poissons. Donc ils sont obligés de faire le trajet tous les matins. Ils viennent le matin au marché, le soir ils le retournent. Ils le font tous les jours, et c'est tous les jours. Deux fois par voyage, deux fois par voyage. Mais c'est l'insécurité qui prévaut ces derniers jours. C'est ce qui a fait vraiment, ils ont diminué le trajet. Chaque matin, il y a des véhicules qui amènent les poissons, et chaque matin, c'est même population qui viennent et qui retournent avec les véhicules. Mais c'est l'insécurité vraiment qui commence à faire décourager les gens. Voilà. Merci, M. Maïga. Aliou Diallo, je viens vers vous. Il a ébauché des solutions un peu pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens, notamment des brigades sur le fleuve Niger pour un peu sécuriser le voyage fluvial. Est-ce qu'aujourd'hui, une autre sécurité n'est-elle pas aujourd'hui de mieux sécuriser le voyage sur certains axes routiers? Parce qu'on a l'impression que des véhicules sortent tout. À chaque fois, il y a des décisions prises par le gouvernement pour limiter un peu les heures de sortie et il n'y a pas de suivi. Ensuite, les véhicules sortent à 2h, 3h du matin. Est-ce qu'il ne serait pas mieux également de définir un carcan pour les voyages, pour une meilleure sécurité sur les axes routiers? Tout à fait. Déjà, des mesures sont prises par le ministère par rapport aux heures de sortie et de circulation. Parce qu'il y a un arrêté interministériel là-dessus pour éviter que les véhicules sortent avant 5 heures du matin et à minuit, à 0 heure, ils doivent stationner là où ils sont, en ville. Donc on doit éviter de circuler entre 0 heure et 6 heures du matin. Donc ça, c'est une mesure qui est déjà prise.
qui réduit par rapport à l'insécurité la nuit. Maintenant, pour ce qui est du trajet, avant, depuis vers 2010, au moment où, depuis 2011 du moins, quand la guerre a éclaté, quand l'insécurité était perceptible partout, il y avait des convois, comment on appelle ça, des escortes qui suivaient les véhicules, les transporteurs aussi. Par exemple, pour les cars, on mettait souvent des escortes là-dedans pour sécuriser les convois, les cars jusqu'à destination. Donc ça, c'est des moyens qu'il faut pérenniser, qu'il faut renforcer pour qu'on puisse avoir la sécurité sur les trajets. Donc soit qu'il y ait des escortes, et qu'on respecte aussi, que les transporteurs respectent scrupuleusement les mesures qu'on a prises pour les horaires de circulation. Donc il y a ça. Et puis il faudrait aussi que l'État, considérant la situation actuelle, puisse aller vers une vraie décentralisation de nos communes. C'est-à-dire que les services sociaux de base, que l'État renforce les services sociaux de base au niveau de chaque région pour réduire les déplacements. Donc, comme M. Touré l'a dit, il y a les vols qui relient Bamako à ces destinations où les routes sont fait dégrader. Donc, dans ces zones-là, l'État doit renforcer les mesures pour comment on appelle pour mieux accompagner la population. Pour mieux accompagner les services sociaux de base, il faudrait que l'État renforce ces services sociaux de base-là pour éviter que les populations se déplacent fréquemment. Donc, il y a les escortes, il y a le renforcement des services sociaux de base et il y a aussi le respect des heures de trajet. Monsieur Maïga, je viens vers vous. Aliou Maïga, aujourd'hui, quelles peuvent être les solutions pour une route sûre à Gao? Il l'a dit, il faut les escortes, les heures de sortie. Est-ce que selon vous, il y a une autre solution aujourd'hui pour garantir une meilleure sécurité, moins d'attaques, plus de sécurité pour les chauffeurs ainsi que les passagers sur les routes? Bon, concernant cette partie, vraiment, je ne suis pas militaire, je ne peux pas vous donner l'éclaircissement de cette question. On sait que vous n'êtes pas militaire, mais vous êtes chauffeur, vous conduisez sur la voie, vous faites les allers-retours. Vous connaissez un peu votre travail quand même. Oui, je fais les allers et les retours. Ça, je le fais. Même aujourd'hui, je fais un aller et retour, même aujourd'hui. Mais je dis et je le maintiens, s'il s'agit d'une question militaire, vraiment, je ne peux pas vous donner, je ne peux pas vous répondre à cette question. Je ne suis pas militaire, c'est eux seulement qui savent comment ils font leur travail, Nous, mais c'est certainement que je vais en bonne santé et je reviens en bonne santé. Alors, pour que vous partez en bonne santé, que vous reveniez en bonne santé, quelles sont les précautions que vous prenez? Madame ou bien mademoiselle, vraiment, je ne peux pas me mêler de ce qui engage les militaires. Mais il s'agit de votre propre sécurité. Qu'est-ce que vous faites quand vous partez, par exemple, quand vous quittez Gao pour vous rendre en Songo? Quelles sont les précautions que vous prenez pour que vous quittez bien Gao et que vous arriviez en bonne santé à votre destination, ainsi que vous et vos passagers, vous simplement? Cette fois-ci, je parle de votre propre précaution. Oui, pour ça, c'est les militaires qui nous escortent. Mais est-ce qu'il n'y a pas la vitesse aussi? Par exemple, vous dites que les routes ne sont pas bonnes. Est-ce que vous pouvez... La vitesse également, la limitation de la vitesse, comment vous faites? Au-delà des escortes militaires. J'ai dit, on va avec les militaires, on revient avec les militaires.
Maintenant, comment se passe leur travail, ça c'est à eux de deviner, c'est pas moi. D'accord, merci beaucoup Monsieur Maïga, il vient de le dire. Actuellement, ils vont avec les militaires et retournent avec les militaires. C'est question c'est plus de sécurité actuellement sur les trajets après l'arrêt hier. Monsieur Maïga, selon vous, quelle alternative possible aujourd'hui pour des routes plus sûres et pour faciliter un peu les va-et-vient de la population également? Bon, pour avoir une route sécurisée en temps de crise ou connaissant la situation du Nord, une zone l'État avait perdu le contrôle plus de 10 ans, où l'État retourne petit à petit. En termes de restauration de l'autorité de l'État, ce n'est pas facile. Mais comme je l'ai dit, c'est surtout la présence des groupes radicaux qui sont sans foi ni loi, qui font tout pour marquer leur présence, et marquer la population, créer des psychoses, créer la peur. Donc la seule alternative qui nous est offerte, c'est d'avoir des convois escortés par le militaire. Donc seuls les convois escortés peuvent rassurer les populations. Parce que ça va minimiser les attaques et les incidents. Je donne un exemple sur moi personnellement qui va prendre une voiture pour aller à Ségou ou bien à Tombouctou. Je peux être attaqué par des bandits. Mais les groupes radicaux, leur intervention par rapport aux véhicules escortés sont rares et minimes. Maintenant, au cas où ils attaquent, comme on l'a vu le cas de la Kobe, nous avons vu le cas du bateau, nous avons vu des villages brûlés au centre, dans les 3 régions, Banyangara, Douanza et Mouti. C'est pour marquer leur présence, marquer la population et créer plus de victimes civiles. Donc pour avoir une route sécurisée, il faudrait que l'État collabore de plus avec la population. L'État intensifie les patrouilles, déjà que les patrouilles continuent. L'État intensifie les renseignements et que la dynamique doit se maintenir et à ne pas baisser les bras. Parce que c'est des gens qui peuvent à tout moment intervenir, peuvent faire 10 ans, 15 ans sans attaquer une route, mais le jour où ils vont attaquer, ils vont certainement faire plus de mal comme on l'a vu à Kobe. Mais au-delà de ça également, M. Diallo le disait dans son intervention, les routes communales, parce qu'il n'y a pas que les routes nationales qui sont du ressort de l'État. Il y a les populations locales également qui doivent jouer leur partition. Et comment cette partition doit se faire? Bon, comme on a dit, nous sommes dans une décentralisation poussée qu'on appelle la régionalisation. La particularité de nos communes, c'est qu'il n'y a pas de ressources. Moi, je préconiserais plutôt que les impôts cèdent les taxes des vignettes, des voitures, pas des motos, des voitures aux communes pour que les communes puissent avoir les montants nécessaires pour l'entretien des routes. Est-ce que cela peut être une solution également pour mieux garantir que les taxes des vignettes servent dans la politique de régionalisation, dans l'entretien des routes, M. Diallo? Oui, tout à fait. Comme c'est laissé à l'initiative des collectivités, la gestion des fonds, puisque il y a les PDSEC qui se font dans les localités. Dans les PDSEC, c'est des plans communaux. Donc, ils ont des priorités qui dégagent et les ressources sont utilisées en fonction de ce plan d'action. Donc, si la réfection des routes est une priorité dans le PDSEC, donc il va de soi que les ressources iront dans ce sens pour réparer les routes communales. Merci beaucoup et c'est sous vos mots que va prendre fin ce numéro du Grand Dialogue. Grand merci à nos invités, Aliou Sagayar Maïga, chauffeur, Agao, Dr Ahmadou Touré, analyste de questions sécuritaires, Ali Diallo de l'association Sécuroute. Cette émission a été réalisée par Imirana Kilou Maïga. À la régie son et vidéo, il y avait Seydou Dao, Gaï Kanté et Mamadou Ouattara. Je suis Mariam Maïga. Grand merci à vous pour votre fidélité. On se donne rendez-vous pour une prochaine fois.